Bonjour et bienvenue à tous dans ce 80e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode, nous sommes aujourd'hui le 10 novembre 2021, en direct sur Twitch. Je suis Denis Voituron, accompagné de Christophe Peugnier, qui est là, et de Richard Clark, qui est là. Bonjour messieurs, ça va bien? Salut. Ça va Oui, bien? Ouais, tout le monde va bien? Tout le monde tout est le en monde va bien. forme? Pour Toi pouvoir aussi? parler... Bah oui, moi aussi, oui, tout à Toi, c'est fait. la forme. C'est la forme, toujours, hein. En 2 mois, 2 mois. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, maintenant on peut le dire puisque je l'ai annoncé sur les réseaux. Donc, que j'ai effectivement, pour ceux qui n'ont pas suivi et qui ne font que écouter le podcast, j'ai eu la chance de pouvoir signer pour Microsoft et donc je travaillerai en tant que développeur à partir de 15 janvier de l'année prochaine, donc dans 2 mois. Donc, dans 2 mois, vous vous mettez tous sur Google Pourquoi sur Google? Bah non, justement, faut pour avoir un truc qui continuer. marche. Alors, tout de suite, la confiance. Puis je vais pas tout faire péter du premier jour non plus, hein, j'espère. Et donc aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça non plus. Aujourd'hui, on va être là pour pouvoir parler d'un sujet qui est .NET 6 et MAUI. Et pour ça, on a demandé à un invité qui est Olivier Daran. Bonjour Olivier. Bonjour tout le monde. Ça va bien aussi? Ça va bien aussi, ouais. Alors donc, dans 2 mois, tu es chez Microsoft, c'est ça que j'avais lu. Ouais. Voilà, c'est ça. Dans 2 mois, je vais pouvoir travailler sur un projet avec une équipe Microsoft Corp en remote, parce que ma femme n'était pas d'accord de pouvoir aller aux États-Unis en permanence. Ouais. Et donc voilà. Bah, c'est bien, ça de la Belgique. Depuis la Belgique? Oui, très fort. Depuis la Belgique, oui. Très fort. Ouais. Et donc, toi, tu vas venir nous parler de .NET 6 et de MAUI, qui sont plus d'actualité que ouais. ma petite personne. Oui, oh bah, non. Ça a de l'importance aussi. Avant ça, peut-être te présenter, dis-nous un petit peu. Qui es-tu? Tu es MVP? Qui suis-je? Où vais-je ou cours-je? Voilà. Donc Olivier Dahan, je suis MVP depuis 2009, je crois. Ça ne nous rajeunit pas. Et je m'occupe principalement moi, des technos Microsoft. Ça a été du WPF pendant un bon moment. Et puis, j'ai basculé dans le gouffre Xamarin.Form parce que c'était très sympa. Donc voilà, autour de ça, je fais du conseil, je fais des formations, je fais du dev pour des devs un peu spécifiques, je veux dire des choses de ce genre-là. Donc voilà. De quel côté? Sur Paris, toi? Alors moi, je me suis éloigné de Paris parce que c'est devenu insupportable, Paris. Ouais, ça je comprends. Donc je suis un peu plus loin à la campagne, dans le Loiret, je veux dire. Mais par contre, j'ai des clients partout en France. Et puis alors depuis le Covid, c'est des fois encore plus simple pour certains trucs parce que tout le monde est en télétravail. Donc, ouais, c'est ça. À ce niveau-là, ça aide. Ouais. Pour nous, les informaticiens, ça aide. Pour notre métier, moi, tu me donnes une bonne place sur la Lune, du moment que j'ai une connexion Internet, c'est bon. C'est ça, ouais. Dans l'ISS, ils en ont de l'Internet. Hein. Et ben ouais, et puis ça marche bien, toi. Et ça marche bien, ouais, tout à fait. Un bon débit. Voilà. Si tu veux, tu peux postuler là-bas, tu iras développer de la navette. Ouais, ça va être joli, mais enfin bon, c'est peut-être un peu lassant au bout d'un moment. Mais... quand on voit la tête de Pasquier, quand il est revenu, il avait l'air un peu livide, le pauvre garçon. Oui, mais il devait récupérer ses muscles aussi. Là-bas, l'avantage, justement, Christophe, sur le Slack, on en parlera peut-être tout à l'heure, a partagé une photo de son nouveau bureau qui monte tout seul, qui redescend tout seul. Là, tu vois, Christophe, quand tu serais dans la navette, si tu étais dans la navette spatiale. C'est parce qu'Adrien Clairbois, il m'avait fait voir, lui, il avait un bureau avec des cordes, tout ça, mais c'était louche. J'ai trouvé ça bizarre dans son truc. Et qu'est-ce que j'allais dire, Olivier, là, tu as des clients, mais tu t'es intéressé à Xamarin.Form. Donc, tu partais plus sur des applications mobiles, c'était ça? C'était pour un intérêt professionnel ou personnel? C'était professionnel, hein. Bon, c'est parti de mon job. Et puis à un moment donné, WPF, ça a toujours été le système que je préfère, c'est le truc le mieux foutu avec Blend, même pas Visual Studio. Je veux dire, mais c'est vrai que ça n'a pas pris énormément. Quoi. Je veux dire, malheureusement, c'est des systèmes un peu compliqués à aborder, etc. Et il y en a eu, mais ça n'a pas eu le succès. Puis en plus, c'était lié à Avalon qui s'est cassé la figure, comme d'autres Windows après, avec Windows 8. Donc l'autre, celui d'avant. Et donc du coup, il fallait, professionnellement, il n'y avait pas beaucoup de demandes sur ces trucs-là, à part des trucs très très spécifiques.
Et les smartphones, c'était sympa, mais par contre, c'était un peu gonflant d'aller programmer ça en Android, Java, en machin, et tous ces trucs-là. Et quand la société Xamarin, en fait, a proposé, en fait, au départ, c'était Xamarin Android et Xamarin iOS seulement, qui était donc avec des interfaces écrites en natif de l'appareil, mais juste un code C# qui était partagé. C'était déjà une belle aventure. Alors, je trahissais un peu Microsoft à l'époque, mais j'étais sûr qu'un jour ou l'autre, ça se rejoindrait. Et puis, j'ai eu raison, puisqu'ils ont racheté Xamarin. Donc, c'est revenu parfaitement dans le giron Microsoft. Et au départ du rachat, si ma mémoire est bonne, il y avait quand même une cohabitation avec un fossé entre les deux, quoi, entre Xamarin et les équipes. Oui, forcément, c'est deux boîtes différentes. Il y en avait une qui avait copié, en fait, légalement, mais qui avait copié quand même le principe de fonctionnement de l'autre. Donc, ils avaient tout réécrit. Et forcément, c'était pas exactement. Et on va le voir d'ailleurs dans le petit slide que j'ai préparé. Quoi. Je veux dire, il y a des problèmes de compatibilité, il y a des trucs qui amènent à Maui aujourd'hui et qui s'expliquent parfaitement. Quoi. Je veux dire, qui n'est pas forcément le discours officiel Microsoft, mais qui permet de comprendre l'histoire de ce qui a amené à créer Maui. Et surtout au départ, en fait, ce que les gens qui ont connu cette époque-là se rappelleront, c'est qu'au départ, Xamarin, c'était un produit payant, hein, c'était près de 1 000 € par an. Et quand Microsoft l'a racheté, c'est devenu gratuit. Donc c'était quand même. Et est-ce qu'on peut dire que Maui, après on a des fausses idées, est-ce qu'on peut dire que Maui, ça fait un peu ce que voulait faire dès le départ Microsoft, c'est que bon, ok, on récupère Xamarin et bon, maintenant on va faire notre truc universel et on parle plus que de Maui, quoi. Ouais, c'est la bonne question. Alors, je vais peut-être je lancerai ça dans le slide, donc ça va être difficile de ne pas te répondre et de répondre en même temps, puis de le faire deux fois. Mais grosso modo, oui, il y a eu un problème de taille, le fait de racheter Xamarin, qui est un truc externe. Ils n'avaient pas tellement le choix au départ que de garder le produit tel quel, et puis ils se sont retrouvés un petit peu coincés avec des tas de, même chez eux, avec des tas de .NET différents, en fait, et ça commençait à devenir ingérable. Le bordel. Et Maui, c'est quand même le mouvement de l'espoir de mettre fin à tout ça. Mais enfin, ça prend du temps, on voit. Hein, ils ont un peu de décalage. Ouais, c'est ça. C'est pas encore complètement disponible, mais ça, je suppose que tu vas en parler. Ouais. On va peut-être te laisser la place. Oui. Voilà, quelques slides. Oui, je vais faire ça. Hop. On va passer là. Hop là. Voilà. Non, mais... Oui, c'est bon. Alors d'abord, ce que je voulais dire, c'était 2-3 trucs sur des fausses idées. On va aller vite. Il y en a beaucoup qui le rêvent, mais Maui, c'est pas le retour de Silverlight. Quoi, je faisais partie des grands fans de Silverlight avant Xamarin. Entre WPF et Xamarin, en fait, j'ai adoré Silverlight. Tu étais à l'enterrement le mois dernier? Ouais, j'étais très triste. Et c'est vrai que bon, voilà, mais c'est pas du tout la même chose. Il y a l'esprit de Silverlight, c'est vrai, dans le cross-platform, dans le machin, etc. Mais par contre, c'est pas du tout les mêmes technos, malheureusement d'ailleurs. Et donc, ça n'a rien à voir. La deuxième chose qu'il faut savoir tout de suite d'emblée, c'est que tous les projets qui fonctionnent en Xamarin 5 aujourd'hui vont fonctionner sous Maui sans problème. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il faut considérer Maui comme Xamarin Form 6. Hein, je veux dire, c'est pas autre chose. Et il y aura un chemin de migration pour certains noms, certains namespaces, etc. Mais enfin, c'est pas diabolique. Et si ça c'est possible, c'est parce que tout simplement Maui, ils ont pris en fait Xamarin Form. En fait, c'est un module qui fait du XAML avec des trucs plus ou moins natifs, etc. Et qui repose sur Mono. Et ce qu'ils ont fait, c'est que de leur côté, ils ont un truc qui s'appelle .NET Core et qui est cross-platform. Et à un moment donné, en fait, ils ont fait, c'est du Frankenstein, quoi. Ils ont pris sur le cadavre de Xamarin, ils ont pris la tête, je veux dire, qui est la plus intelligente, puis ils l'ont posé sur le corps de .NET Core. Donc, en fait, on va retrouver en fait un truc qui est vraiment plus de l'ordre de Xamarin 6 que quelque chose de très, 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 très différent à ce niveau-là. Alors, ce qu'il faut comprendre, parce que c'est ça qui est sympa de comprendre, c'est en quoi, en fait, on est arrivé à Maui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Maui, voilà, c'est encore un truc de plus, ils nous sortent un truc de leur chapeau. En fait, pour résumer très, très simplement, on a... si on regarde le truc en bas, on a le rêve d'universalité chez Microsoft, ça n'a pas bougé, quoi. C'est le rêve d'être partout. Et en fait, il y a eu un basculement. C'est-à-dire que quand on regarde à gauche, c'est ce que j'appelle l'idéal perdu, c'était, on voit le fil à plomb, c'est la verticalité. Ils voulaient être partout, mais
chez eux-mêmes. Donc, en fait, ils proposaient des PC, des tablettes, des smartphones, des machins. Et ça, c'était une sorte d'universalité du cross-form factor, en fait, qui était très vertical. Et puis, quand les choses ont mal tourné, ils ont été obligés de passer au plan B, donc à l'horizontalité. Et c'est ce qu'ils proposent aujourd'hui avec du vrai cross-platform qui est horizontal, quoi, à travers les OS différents. Et la raison de ça, c'est un petit film qui est très simple. Ils ont fait Silverlight. Silverlight était cross-platform. Mais à un moment donné, Apple ne veut pas de Flash. Alors, je vous fais le truc résumé, vraiment, vraiment résumé. Donc là, c'est la fin de l'histoire pour Silverlight, etc. Donc, du cross-form factor, ils se sont dit, on va faire du cross-form factor au lieu de faire du cross-platform. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a eu la mort de WinRT, donc qui n'a pas marché. La première tablette Surface, elle ne s'est pas vendue. Et puis surtout, le plus grave dans tout ça, ça a été la mort de Windows Phone. Et à partir du moment où ils n'avaient plus Windows Phone, c'était très difficile de prétendre en fait, à l'universalité, parce que dans le monde dans lequel on est, s'il n'y a pas de système pour smartphone, qui n'est pas universel, loin s'en faut. Donc, ils n'étaient plus que universel avec Windows, quoi. Ils n'étaient plus qu'universel avec deux systèmes. Ouais. Et c'est aussi les raisons du raté du WP, qui était la plateforme, etc. C'est que bon, tu es compatible avec toi-même et avec la Xbox, quoi. Bon, à part c'est ça. Ça faisait un peu léger, quoi, je veux dire. Donc, à l'époque, je sais que moi, j'en avais certains, notamment dans d'autres technos, du Java et autres, ils se foutaient un peu de ma gueule. Hein. Oui, il fallait garder l'espoir. Là, c'est une question de foi. Là. Voilà, c'est ça. Mais universel. Microsoft a toujours été assez bon pour se relever, en fait, quand ils étaient dans la merdouille la plus complète. Quoi. Donc, en fait, ça amène une évolution intéressante. On a perdu un peu de temps, mais c'est quand même intéressant. Alors, ils sont passés au plan B. Ils ont racheté, en fait, Xamarin, qui est une société complètement à part, fait par Michael de Icaza, qui avait travaillé sur des tas de trucs en Linux, et notamment sur Mono. Ça avait été racheté Mono par Novell, etc. Ils s'en servaient plus. Il a bataillé pendant presque des années pour récupérer Mono à son compte. Et à partir de là, il en a fait une plateforme .NET pour Android, iOS et d'abord pour cette cible-là. Xamarin Forms, c'est bien après. Michael Bigaza, qui travaille toujours chez Microsoft d'ailleurs. Hein. Oui, bien sûr. Oui. C'est un type qui est très fort. Hein. Il est très bon. Hein. Parce qu'il a fait quand même tout ça quasiment, pas tout seul, mais presque. Et puis, il avait travaillé sur... c'était le système, un des systèmes graphiques les plus connus sous Linux. Je veux dire, c'est GTK ou l'autre. Je me souviens du lancement de la conférence de Longhorn qui avait lieu là où il y a eu Hollywood, là, je sais plus. Enfin bref. Et donc il voulait à tout prix à cette époque-là présenter justement Mono pendant la conférence. Et Microsoft avait refusé. Et ça s'était retrouvé dans un petit hôtel un peu minable à côté où il y avait personne, il n'y a rien qui fonctionnait, etc. Quoi. Donc il a pris un petit peu sa revanche là. Oui, je pense. Ouais. Là, il l'a bien prise parce que ils ont racheté Xamarin. Alors, je pensais que, comme Microsoft, ils ont une façon de gérer leur histoire qui est... Alors, le mot est pas beau, mais c'est un peu le principe. Ils sont un peu révisionnistes. C'est-à-dire qu'ils gardent les mêmes noms et puis ils mettent d'autres choses derrière. Par exemple, les utilisateurs de VB diront pas le contraire. Hein. Quand on est passé à VBNet, les mecs, ils ont eu mal quand même parce que c'était pas du tout le même produit. Ils réinventent. Alors, plein de trucs que j'ai suivis depuis 20 ans où ils rachètent des produits et quand ils rachètent, ils changent le nom. Et quand tu regardes les explications sur leur site, c'est comme si c'est eux qui l'avaient fait depuis le départ. Machin. C'est vraiment quand même très une façon de réécrire l'histoire qui est quand même un peu dérangeante, je trouve, des fois. Et Xamarin, j'étais sûr qu'ils allaient changer le nom, mais je savais pas trop quand, mais j'étais sûr qu'ils allaient changer le nom. Mais ça a mis longtemps quand même, hein, parce que ça fait quand même un bon moment qu'on a Xamarin Form 5, donc il y a eu quand même 5 versions de Xamarin. Et maintenant, en fait, le nom va disparaître pour de vrai, ça va s'appeler Maui. Donc quand ils s'approprient le truc pour de vrai, en fait, ils changent le nom et on verra que les explications sur les sites Microsoft, ils parleront plus de Michael Deikaza, ils parleront pas de ça. C'est un truc Microsoft que c'est eux qui ont tout fait depuis le début. Quoi. Ça va être comme ça. Donc, c'est bien. C'est bien d'avoir le nom Maui est a priori le nom définitif, parce que là on est toujours en version bêta, quoi. C'est pas encore une version finale, Maui. Maui, non. Mais Maui, c'est un acronyme, donc ils pourront toujours s'en sortir. Donc je pense qu'ils vont garder ce truc-là. Ils le mettront en éclaté ou pas, mais... Et donc, du coup, ils se sont retrouvés dans la petite histoire, ils se sont retrouvés en fait avec l'achat de Xamarin, le retour au cross-platform, mais en même temps, pendant cela, eux, ils avaient bossé sur un autre truc qui est .NET Core, en fait, qui est un .NET, le successeur du framework .NET, et qui est un .NET qui est compilable dans plein d'OS différents, en fait, qui par défaut est cross-platform. Ils avaient compris la leçon quand même.
Et du coup, pour simplifier, ils se retrouvent avec une incohérence, c'est-à-dire un produit qui est quand même relativement phare pour eux, après avoir dit que ça servait pas à rien à l'ère Sinofsky, Balmer, machin, ou enfin tout ça, ça devait disparaître. Je veux dire, en fait, ils le remettent au goût du jour. Et ils s'aperçoivent qu'en plus que Xamarin, c'est leur bouée de sauvetage parce qu'ils n'avaient rien d'autre dans leur carton pour séduire le développeur. Et ils se retrouvent avec une incohérence au moins majeure, qui est le fait d'avoir .NET Core d'un côté et d'avoir des produits qui tournent en mono de l'autre. Donc, pour ça, il fallait faire une unification. Alors, je passe à Maui tout de suite avec le petit oiseau qui chante, mais on a eu le droit entre-temps à .NET Standard, qui était une façon d'unifier, sans réécrire les trucs en dessous. Mais grosso modo, c'est ça l'histoire. C'est celle que Microsoft ne vous racontera jamais. C'est l'histoire de tout ça. Pour Microsoft, les choses sont très différentes. Alors Maui, justement, c'est un sigle, hein, c'est .NET Multiplatform App UI. Donc ça donne Maui en sigle. Alors est-ce qu'ils pourront l'utiliser ou est-ce qu'ils vont avoir des... Comme à chaque fois ils se plantent. J'ai jamais compris une boîte qui est basée sur un truc juridique. Hein, la mère de Bill Gates était avocate, etc. Et ils ont un réseau juridique, même en interne, qui est très fort. Et à chaque fois, ils sortent des trucs comme Métro et puis s'aperçoivent 6 mois après qu'ils ne peuvent pas l'utiliser. Enfin, ça fait charlot, quoi, pour une boîte qui a cette taille-là, je ne comprends pas. Mais enfin, bon, bref, ça, c'est les vicissitudes de Microsoft. Donc, le principe, en tout cas, de ce qui est vendu par Microsoft aujourd'hui, bien sûr, pas l'histoire que je vous ai racontée, c'est d'intégrer Xamarin à .NET et ne plus avoir mono en dessous, mais le vrai .NET, entre guillemets. Alors là, il joue sur une confusion qui est intéressante aussi. C'est-à-dire que .NET Framework, le .NET, c'est ce que tous on a en tête, c'est le .NET Framework, celui qui a servi à WPF, qui a évolué, etc., et qui est en version 4.8 maintenant. Et ils sont très malins parce que .NET Core a évolué dans son sens, dans son coin, puis ils ont sauté un peu des versions des machins pour en arriver à sortir .NET Core 5. Mais ils se sont dit, tiens, c'est marrant, ça fait raccord. Et donc, ils ont enlevé le mot Core, ce qui fait que c'est .NET 5. Si tu arrives comme ça, tu dis, bah, on était au framework 4.8, on passe au 5, c'est logique, c'est la même chose. Rien à voir, c'est pas le même code. Hein, je veux dire. Et .NET 6, ils n'utilisent plus du tout l'appellation Core. Mais en fait, il faut savoir qu'entre-temps, il y a eu un tour de magie avec la substitution de Core à framework, en fait, en réalité. Donc, en fait, on va tourner sur le vrai .NET, mais enfin le vrai nouveau .NET qui est .NET Core 5 ou 6. L'expérience unifiée .NET, bon, mais ça c'est raisonnable, c'est légitime parce que ça devenait un peu le souk. Ça va tourner sur les principales plateformes, Android, iOS, macOS et Windows, quand on se rappelle des guerres Mac-PC de notre jeunesse. Je veux dire, ça fait sourire, quoi. Mais c'est bien qu'on puisse avoir un Visual Studio et attaquer macOS. Support et ouverture à Blazor et Comet, alors bon, j'en dirai un petit mot, mais c'est pas essentiel. C'est pas l'essentiel, excuse-moi. Non, sur Maui. Mais c'est vrai que ce sont deux choses très importantes. C'est pour ça que je leur réserve une place quand même vers la fin. Hein, vous inquiétez pas. Oui. Surtout Comet. Surtout Comet. MVVM, bon, C#, XAML, ça reste les bases, même si on a entendu parler de MVU ou des choses comme ça. Bon, c'est quand même ça qui reste la base. Voilà, et c'est quand même le principe. Et les objectifs qui sont vendus de Maui, bon, bah, c'est là, on est plus dans le blabla marketing, qualité, performance, design, plateforme. Alors, je ne vais pas tout vous détailler, mais enfin, il faut améliorer la qualité, ça semble une évidence. Les performances, on peut toujours faire mieux. Et puis, le design, quand même, il y a eu des choses. La façon d'étendre les contrôles, en fait, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé. C'est qu'au lieu d'avoir à écrire systématiquement des renderers dans les N OS qu'on a envie de supporter, on va quasiment presque tout pouvoir personnaliser en restant au haut niveau de Maui. Donc ça, c'est une avancée quand même assez énorme, sachant que Xamarin, par défaut, n'est pas basé sur un système graphique, avec des primitives graphiques comme pouvait l'être UWP ou comme l'était WPF ou même Silverlight. Donc on attaque avec des boutons, des machins qui sont natifs en fait. Donc pour templéter tout ça, c'est moins évident qu'un truc sur lequel on a complètement la main. D'où la nécessité souvent d'écrire des renderers natifs. Et avec Maui, on va vers quasi abandon de ce principe-là. Mais par contre, les renderers qui existent fonctionneront encore, bien évidemment. Donc, les raisons de changement, on va faire court. Le plus intéressant, c'est qu'ils sont aperçus qu'il y avait 3 choses qui... Oui, pardon. Vas-y, Christophe. J'ai une petite question, là. On parle de Xamarin. Quelqu'un qui arrive là sur la scène qui ne connaît pas un peu le monde du dev et puis, je sais pas moi, qui sort d'école et puis, tiens, je voudrais arriver là, putain, ça m'intéresse, .NET 6, ok, c'est une plateforme unifiée, tout le reste, je m'en fiche. Ouais. Et puis, voilà, c'est plus mon problème. Mais je suis obligé d'avoir des compétences Xamarin, je suis obligé d'avoir ce background historique ou non, je peux partir. En fait, c'est du C# XAML. En fait, c'est quand même...
malgré les soucis qu'on a eus, malgré l'histoire un peu mouvementée, il y a quand même un truc qui est quand même assez extraordinaire dans la durée, hein, c'est que si on part de WPF à Vallon avec C# XAML, quasi 20 ans après, on peut toujours, sans avoir fait d'interruption, avoir travaillé en C# XAML chez Microsoft. Donc, on a les mêmes compétences. Le framework .NET, même si ça passe à .NET Core, c'est quand même fait habilement, en fait, on s'en aperçoit pas vraiment. Donc, on a le même environnement, les mêmes API, etc. Et bon, ça demande pas fait spécialement de connaissances, c'est même moins compliqué que peut l'être WPF. Mais il n'y a pas besoin on peut débarquer directement et puis se mettre à ce truc-là. Il est vrai que c'est pas la première cible que Microsoft a visée, sur laquelle ils souhaitent thésauriser, mais enfin, ils font beaucoup de choses pour attirer des gens de l'extérieur, notamment des gens qui viendraient du web, etc. etc. Mais on va le voir d'ailleurs, je pense que c'est le slide d'après. Donc, dans les raisons du changement, il y a les 3 questions qui reviennent tout le temps. C'est le fait que le démarrage des apps est un peu lent, donc plutôt une moyenne d'1,5 secondes, et ce qui vise, c'est d'être en dessous la seconde avec MAUI. Les réponses de l'UI sont un peu lentes, notamment sur les transitions et les changements de page, ça peut s'améliorer. Et puis la taille des apps est un peu grosse quand on compare même à Xamarin Android ou Xamarin OS, qui sont un peu plus natives et qui ont une taille un peu plus petite. Donc, ils présentent ça comme étant les points qu'ils ont, puisqu'en fait, on peut dire qu'on y est presque, qu'ils ont amélioré, puisqu'on est quasiment en dessous de la seconde, et puis on a des apps qui sont quand même plus petites avec .NET Core, justement, qui peut compiler sans avoir besoin de mettre tout le framework, etc. Et en fait, ça répond à la question qui venait d'être posée, c'est qui est intéressé par Xamarin principalement. Ça ne veut pas dire que les gens qui ne sont pas de cette catégorie-là ne peuvent pas venir s'agréger à ce mouvement, mais c'est principalement, en fait, pour les entreprises qui choisissent de travailler en Xamarin Form, c'est généralement des entreprises qui ont un background Microsoft chez eux, qui ont des développeurs Microsoft, qui sont habitués à Visual Studio, à C#, etc. etc. Et c'est sûr que de travailler en Xamarin Form pour faire du .NET, pour faire du smartphone, ça permet de capitaliser complètement le savoir-faire des gens. Il y a juste une petite couche à rajouter, un petit vernis pour s'habituer à ce que fait Xamarin Form, mais sinon, il n'y a pas de changement radical. On reste avec Visual Studio, on reste en C#, on reste en .NET, et c'est surtout, moi je le vois bien dans mes clients, j'ai presque eu qu'un seul client qui était vraiment venu à ça, mais qui n'était pas dans le monde Microsoft, quoi. La plupart sont des entreprises qui travaillent en Microsoft, qui ont les développeurs, et les mecs n'ont pas envie d'engager des types spécialisés en n'importe quoi d'autre pour faire des applications smartphone. Ils ont les mêmes mecs, ils les chargent un peu plus, et puis c'est bon, quoi. Donc, pour l'entreprise, c'est rentable. Pour le développeur, c'est rentable aussi, parce que ça lui permet d'attaquer le monde du smartphone avec une compétence qui était une compétence desktop au départ. Donc ça, c'est assez sympa. Donc ça permet d'accélérer la mise sur le marché des apps et d'étendre ça à plein de choses. Ils ont mis un accent sur le design, c'est vrai. J'en ai parlé tout à l'heure, donc les custom renderers, avec une consistance de l'aspect. Ce qui vise, c'est d'avoir vraiment un aspect 1 pour 1 sur tous les OS, ce qui n'est pas le cas avec Xamarin Form. Il faut quand même bricoler son code et mettre des trucs. Si la plateforme c'est ceci, je rajoute 22 pixels en haut, sinon je ne le fais pas. Bon, il vise vraiment à avoir un ratio 1-1 sur le portage des look and feel et un styling qui va être plus simple à faire. Quand tu dis ratio 1/1, on aura le même visuel. En gros, ce qui est prévu, c'est d'avoir exactement donc un bouton, par exemple, sur Android, si on lui donne un certain look, il aura le même look sur iOS aussi. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était pas complètement de leur faute, d'abord parce que Xamarin, c'est pas eux qui l'ont fait, et puis en plus, même Michael de Icaza, c'est pas sa faute. C'est-à-dire que si on se remet quelques années en arrière, il y avait 3 OS de téléphone possibles, hein, à un moment donné, il y avait Google, iOS, et puis il y avait Microsoft. Et bien évidemment que comme tous les phones se ressemblent, hein, c'est un truc rectangulaire, et puis avec des bords les plus plats possibles, donc en fait, il n'y a rien qui les distingue. La seule chose qui peut les distinguer, c'est l'OS avec sa mise en page, etc. Et donc les 3 avaient conçu quelque chose de très très différent. On avait le skéomorphisme chez iOS, on avait un truc bizarre, très moche chez Google, et il y avait Microsoft qui avait le look métro. C'est eux qui ont inventé le look flat dans le monde du smartphone, même si ça n'a pas marché pour eux, ils ont lancé ce truc-là. Et chacun, en fait, c'était quasiment à coup de bâton si jamais tu t'écartais du look maison, quoi. Ils ne voulaient pas que tu fasses un look autre que le look Apple chez Apple, sinon tu te faisais fusiller ton app, quoi. L'exemple, la barre d'outils qui est en bas, je sais pas, chez Android et qui était en haut chez... Ah ouais, tu n'as pas le droit de faire machin, sinon bon... Et donc, c'est vrai que... Oui, moi, je me rappelle notamment d'une présentation, d'une conférence faite par Michael Di Casa, où il insistait justement sur ça.
sur le fait que, tiens, vous pouvez définir un bouton, vous pouvez définir une toolbar, hein, et c'est le Xamarin qui, en gros, le mettait dans le look du destinataire, donc soit iOS ou... Mais donc ici, tu as l'air de me dire que c'est l'inverse, entre guillemets. Bah, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, ça, c'est un fantasme de constructeur, ou enfin d'éditeur d'OS. Ils voulaient se démarquer pour gagner la bagarre. Donc, eux, ils imposaient aux développeurs de respecter les normes et les chartes graphiques de leur truc, quoi, je veux dire. Le véritable problème, c'est que derrière, pour faire des softs, il y a des éditeurs de logiciels. Et pour un éditeur de logiciels, ça a été mon boulot pendant au moins une quinzaine d'années, il y a longtemps. Je veux dire, je connais le problème et c'est les véritables enfers, en fait. C'est-à-dire que tu as la même app, mais seulement elle a 3 looks différents. Ça veut dire que ton support client, en fait, il te faut des mecs formés à Apple, des mecs formés à Google, des mecs qui connaissent le look que ça a sous Windows Phone, machin. Enfin, c'est un véritable... Ça coûte une fortune. D'autant plus que ça change d'une version à l'autre. En plus. Alors que le rêve des éditeurs de logiciels, c'est de se dire, on avait Silverlight par exemple. Dans Silverlight, bah, tu te faisais ton jeu de composants et de contrôle comme tu voulais. Quand tu le lançais sur Mac ou quand tu le lançais sur PC, tu avais rigoureusement le même look and feel en fait. Alors que c'est logique puisqu'une entreprise elle a son identité, quelle que soit. Et tu n'as pas envie de sponsoriser l'identité de Microsoft ou de Google, tu n'en as rien à faire, quoi. Tu as envie, toi, de te démarquer. Et c'est vrai que toutes ces applications qui ont été faites dans les 3 OS, on a bien vu que ceux qui respectaient les règles au départ, en fait, ils se sont fait avoir par ceux qui ne respectaient pas les règles. Parce que toutes les applications, elles se ressemblaient. Tu prenais une application, je sais pas, de dessin ou machin, elles avaient toutes les mêmes genres de menus, le même look, le machin. Et celui qui faisait un look complètement différent, avec des couleurs différentes, avec un aspect différent, il ressortait du lot. Et donc, le fantasme des éditeurs de logiciels depuis le début, c'est de pouvoir avoir le même look and feel sur tous les OS à la fois. C'est pas d'avoir un truc spécifique, en fait. Et avec MAUI, alors ils disent pas on va refaire un truc à la Silverlight, vous pourrez refaire vos contrôles à partir de 0, machin, etc. Mais en fait, ils le disent sans le dire. Et quand même, il y a beaucoup de tout ça là-dedans. C'est que comme on peut personnaliser au niveau MAUI, vraisemblablement, même si Microsoft ne le fait pas, en tout cas tout de suite, il y aura vraisemblablement un groupe de travail, un truc sur GitHub ou un machin, de mecs qui vont faire un lot de contrôle sous MAUI, en 100% MAUI, et qu'on pourra utiliser n'importe où. Donc, il y a ça. Et puis, il y a quand même déjà un premier pas qu'ils ont fait là-dedans. D'abord, c'est proposer la structure qui permet de faire ça. Et puis, c'est la façon de styler les contrôles. Ils offrent des thèmes par défaut qui sont un peu plus riches que ceux qu'on a dans Xamarin Form. Et si on applique le même thème partout, normalement, on est censé avoir le même look au même partout. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. C'est des points forts de MAUI parce que, bon, même si on est obligé d'attendre aujourd'hui puisque ça a été décalé d'à peu près 6 mois, je veux dire, grosso modo, on va avoir quand même ces grandes nouveautés. On peut commencer déjà à jouer un peu avec, mais bon, voilà, ça c'est vraiment des choses qui justifient le changement et qui justifient d'aller loin. Alors, c'est le changement dans la continuité, on ne va pas y rester. Le code qu'on voit ou qu'on ne voit pas, mais bon, c'est du code classique MVVM sous Xamarin Form. Bah, vous prenez ce code-là, il compile exactement à l'identique sous MAUI, quoi. Il n'y a pas de différence. Ce qui sera incité, c'est d'utiliser les ajouts et les choses de plus de MAUI. Mais les anciens projets, tout ça, ça fonctionne. Et on a vu passer, il y a eu une espèce de vent de panique presque à un moment donné, il y a quelques mois, sur le fait que MAUI imposerait en fait une MVU comme pattern, etc. En fait, non, on peut faire du MVU, on pourra faire du MVU pour ceux qui le veulent, mais la pattern qui reste de base, c'est quand même MVVM. Donc, fait chier. J'allais dire, ça va plaire à Christophe. Et côté MVVM, il y a tout qui est déjà implémenté, les observable objects, tout ce genre de choses, c'est déjà à l'intérieur. Alors, on retrouvera bien évidemment tout ce qui avait orienté MVVM, qui avait été mis par la société Xamarin dans Xamarin Form. Donc, on a les commandes, on a tout ce qui est injection de dépendance, machin, etc., qu'on peut utiliser. Mais franchement, dès qu'on veut faire un peu du MVVM sérieux, on a besoin au moins de 2-3 trucs de plus. Donc, en général, on utilise un toolkit. Alors là-dessus, ce n'est pas le sujet du jour, mais ce qu'on peut dire, c'est que, comme vous le savez peut-être, MVVM Lite de notre ami suisse Laurent Bugnon, il a jeté l'éponge définitivement, donc depuis presque un an, maintenant c'est plus maintenu et ça ne sera plus maintenu. Donc, et tu as été aussi à l'enterrement ou pas? J'ai failli y aller, mais je me suis dit bon, allez, ça peut pas être partout. Oui, des fleurs. Mais donc, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en collaboration au départ avec les équipes de chez Microsoft, etc., ils ont réintégré une sorte
enfin un truc qui s'est inspiré beaucoup de Caliburn Micro, qui est mort lui aussi. Et là, franchement, je ne suis pas allé à l'enterrement. Mais c'était un produit génial quand même. Mais je ne m'en suis jamais servi. Mais je trouvais intellectuellement que Caliburn était vraiment superbe. Mais le truc, c'est qu'ils sont rapprochés en fait du Windows Community Toolkit. Et ils ont ouvert là-dedans une nouvelle section avec un MVVM en fait dans le WCT. Donc dans le WCT, on a une section MVVM. Alors pour l'instant, il n'y a pas vraiment de nom. Enfin, c'est le MVVM Microsoft, mais c'est pas vraiment Microsoft puisque c'est un projet communautaire. Alors il y a Microsoft derrière, mais enfin bon, c'est plutôt dans le WCT. Mais on n'est pas obligé d'avoir tout le WCT qui est plutôt orienté WPF ou des choses comme ça. On a une partie MVVM qui est .NET Core et qui peut être installé aussi bien sur WPF, sur tous les .NET aujourd'hui, on peut l'installer, et qui a été fabriqué en repompant un peu l'esprit de MVVM Lite. Donc le passage de MVVM Lite à ça est relativement simple, et on retrouve tout ce qu'on a besoin, alors avec des terminologies qui ont été empruntées un peu à tous les mondes. Alors les commandes, c'est des relais commandes, un peu plus comme on a dans Caliburn ou même dans Prism. On a des tas de choses de ce genre-là, et là on a tout le nécessaire. Et pour faire de l'injection de dépendance, on peut utiliser aussi bien en fait le système de chez Microsoft que n'importe quel autre. Je veux dire, c'est assez open. Donc ça, c'est un truc intéressant. Donc, moi, j'avais une grosse application qui était sur WPF avec MVVM Lite. Ouais. Effectivement, là, on l'a migré là, avec Anthony Bonner, là, c'est lui qui s'est chargé de cette partie-là, de migrer entièrement l'application sur le MVVM Toolkit. Là. Ouais. Ça marche bien. Hein. Ouais, ça marche c'est très satisfaisant. C'est bien assez, en fait. Ça en fait pas trop, c'est pas trop vampire. Le problème, Prism, moi j'ai toujours beaucoup aimé, au départ sous WPF, j'ai toujours beaucoup aimé Prism, qui était vraiment très, très complet et qui était très sympa, et puis qui correspondait bien à la plateforme. Le problème de Prism, c'est qu'ils ont à peu près le même esprit que Microsoft, c'est un peu révisionniste, c'est-à-dire que dans le sens où on appelle toujours ça Prism, mais il y en a eu 15 000 versions entre-temps et qui ont été faites par des tas d'équipes différentes. J'ai moi-même participé à l'écriture de Prism pour Windows 8. Je veux dire, c'est pas les mêmes mecs, c'était pas les mêmes ambitions, c'était pas les mêmes buts, et on se retrouve avec 15 000 Prism qui sont tentaculaires, qui sont adaptés à des contextes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai tendance à plus conseiller Prism, en fait, mais maintenant plutôt le MS MVVM. Et à l'époque, déjà, il y a déjà quelques temps, je préférais conseiller le truc de Bugnon, parce que quand on a des équipes qui sont hétérogènes en plus, Prism, c'est un esprit quand même un peu tordu selon les versions. C'est pas si simple. Et, moi, ça me fait penser un petit peu à les Enterprise Library de Microsoft. Où ouais, c'est ça. Super complexe. C'est des prises de tête. Alors bon, pour les mecs qui sont théoriciens, etc., c'est génial parce que c'est bien pensé, c'est bien machin. Mais quand tu as une équipe de dev avec un super bon et puis 4 qui sont je veux dire, le problème c'est que si tu leur mets ça dans les mains, ils vont te faire un code un code pourri, quoi. Donc le mieux, c'est d'avoir un truc qui est plus simple, mais qui est maîtrisable. Moi, je préfère en général conseiller ce qui est maîtrisable plutôt que ce qui est. C'est quand même plus productif. Donc, dans les visuels, voilà, j'en parlais tout à l'heure, Maui va proposer de base, en fait, 4 styles qui sont le style Cupertino, on ne dira pas d'où ça vient, le style Material, on ne dira pas d'où ça vient, et le style Fluent UI, on voit quelques extraits de gueule que ça fait pour un bouton stable, et puis le style par défaut, qui est donc le style de la plateforme, en fait, tel qu'on a avec Xamarin par défaut. Donc, on va pouvoir choisir ça, et on va avoir un style qui va être, on va dire, cohérent sur l'ensemble des plateformes. C'est-à-dire que si tu fais Fluent, tu auras du Fluent, surtout un look Fluent partout. Et bien sûr, on pourra créer nous-mêmes nos propres looks. Alors, c'est quand même assez long de templéter tous les contrôles, etc. C'est pour ça que je pense plus à un projet communautaire ou des entreprises comme Syncfusion ou n'importe quoi qui vont proposer ce genre de trucs. Okay. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quand même intéressant de le savoir. Ils ont beaucoup simplifié certaines choses. Par exemple, il y avait un enfer qui était la tab view. Si on voulait la personnaliser en Xamarin Form, il fallait forcément faire des trucs en natif et tout. C'était quand même assez compliqué. Maintenant, c'est entièrement personnalisable en restant au niveau de ma UI. C'est quand même vraiment bien fait, ça. Il y avait dans le deuxième qui était un peu infernal, il y avait la app bar aussi. Ça, ils l'ont bien arrangé et on peut même lui coller maintenant un background en GIF animé depuis Maui. Enfin, on peut personnaliser vraiment très bien. Donc ça, c'est des aspects très importants de Maui parce que c'est simplement Xamarin Form 6, hein, c'est ce que je disais au départ. C'est-à-dire que Xamarin Form 5, c'était déjà pas mal. Ils avaient rajouté des primitives graphiques qu'il n'y avait pas avant. Donc on se rapproche un peu plus de ce que pourrait être un WPF ou un Silverlight. Et puis, aujourd'hui, Xamarin Form 6, Maui, en fait, arrange les trucs qui étaient. Et je te parle pas de Maui Form 7.
Oui, oui, tout à fait. Et donc, le truc, c'était est-ce qu'on pourra aller vers un rêve de full customisation au niveau, etc. Le truc, c'est oui. Donc, si on regarde l'image, surtout qui est sur le côté de la droite, on a des radio-boutons à la noix, je veux dire, et en fait, on peut les templater, par exemple, de telle façon à ce qu'ils soient carrés avec une icône à l'intérieur, machin, etc. Donc, voilà, l'esprit de Maui, ça va être de pouvoir faire ça, mais de rester en haut niveau sans être obligé d'utiliser et de fabriquer des renderers natifs à chaque fois. Donc, on a un espoir en fait de pouvoir revenir à un moment donné en fait à ce que faisait Silverlight, c'est-à-dire d'être cross-platform et d'avoir un look unifié sur toutes les plateformes. Alors c'est pour ça que je disais au départ, c'est pas Silverlight, mais enfin on retrouve quand même pas mal de l'esprit de ce que ça devait être. On a juste paumé 20 ans, hein. Je veux dire, bon, c'est tout avec leur histoire de. Et autre chose, comment en Xamarin, en Maui, on peut créer des composants complètement différents. Je suis dans une usine chimique, je dois représenter des réacteurs avec des petits tuyaux, tous ces composants-là. Comment seraient-ils dessinés? Alors, aujourd'hui, tu as une réponse avec même ne serait-ce que Xamarin Form 5, où tu as l'ensemble de toutes les primitives. Tu as les passes, notamment. Donc, si tu n'as pas besoin que de ronds et de carrés, que tu as envie de dessiner, par exemple, un réacteur atomique en détail, tu peux le faire en SVG, en fait. Ou tu peux le faire en XAML, parce que de toute façon, XAML, depuis le début, utilise dans ses balises du code qui est du code exactement identique à celui d'SVG, pour les passes en tout cas. Donc tu peux dessiner avec Inkscape, si tu n'as pas envie de t'acheter une licence chez Adobe. Je veux dire, tu fais ça avec Inkscape, tu copies le code de data en fait de ton pass et tu le codes directement et ça marche. Donc aujourd'hui, tu peux créer des contrôles avec une content view, par exemple, pour ceux qui connaissent déjà. Je veux dire, tu peux prendre une content view et tu peux lui coller un fond, etc. Et ça devient en fait un contrôle, puisqu'une content view, ça peut être aussi une vue qui va être posée sur une autre vue, en fait. Donc c'est pas seulement une page, quoi. Je veux dire. Donc du coup, tout ce système de personnalisation, il existe. Et j'ai déjà fait pas mal de choses, genre une application pour de la musique, je veux dire, qui permet de connaître les gammes, de retrouver une gamme à fonction de notes, etc. Et le petit clavier sur lequel on peut toucher, qui ressemble à un clavier de piano, ça a été fait uniquement qu'avec des composants de base visuels de Xamarin Form. Alors je vais le porter en Maui, puis j'en ferai plus la promotion quand il sera en Maui, parce que maintenant Xamarin Form, ça va être fini, mais on peut faire beaucoup de choses et on peut créer des contrôles personnalisés. Peut-être pas jusqu'à Xamarin 5, on ne pouvait pas le faire avec la même finesse qu'on pouvait le faire en WPF, c'est une évidence, mais depuis qu'on a les primitives graphiques qui sont bien évidemment portées dans Xamarin 6, je veux dire, on peut vraiment faire des contrôles personnalisés avec des zones cliquables, avec des choses comme ça, ça marche très bien. Donc ça, c'est un chemin qui nous rapproche plus de ce qu'était WPF et de la personnalisation qu'on pouvait faire. D'ailleurs, même la notion même de contrôle template, on l'avait des contrôles templates, on a l'habitude de voir du code XAML de ce genre-là, avec des Visual State Manager, etc. Le Visual State Manager, c'était super chiant, ça. Ça, c'était chiant, mais par contre, c'était vachement pratique. Et ça gérait tous les états, tu pouvais créer des états supplémentaires, etc. Ouais. Tu peux faire autrement. C'est un métier à part entière, ça. Hein, Putain, en fait, plus du designer que du voilà, bon, je rejoins Richard. Hein. Une parenthèse, t'en parleras peut-être après, mais après, j'aurais oublié, tu sais, à mon âge. Et en fait, il y a un truc où la montée en compétences, je trouve, parce que j'attends que tu parles de Blazor depuis tout à l'heure, là, je suis un peu concentré sur ce truc-là, je tire la ficelle. Et quelqu'un qui va arriver à faire du C# et puis moi, je vais avoir un rendu en HTML, je trouve que je monte beaucoup plus vite, pas en compétence, c'est pas le terme, mais je vais vite rendre mon projet en fait, parce qu'au niveau UI, je vais vraiment être à l'aise avec le HTML, le CSS et compagnie, puisque je vais trouver une documentation énorme sur le web. Et là, si je m'attaque à Maui, déjà, je vais devoir refaire mes vues, parce que du coup, je vais plus partir en HTML et CSS. Donc là, ça va me prendre du boulot, mais alors monstrueux. Est-ce que, première question, tu mets de côté, tu répondras plus tard, est-ce que je pourrais cohabiter? Deuxième question, c'est que, ma deuxième remarque, c'est ça, c'est que repartir, moi, je suis un jeune dev, je viens de comprendre de C#, ok, le HTML, je me suis déjà amusé à faire des petits sites, mais Maui, que dalle. Et là, du coup, je vais devoir apprendre le XAML. Tous ces templates, moi, j'avais trouvé ça difficile au départ pour comprendre à l'époque que je faisais du WPF et même dans Windows 8, là, c'était casse-couille ces trucs-là, ces templates. C'est une remarque que j'ai. Je trouve que j'ai peur que ce soit un peu compliqué de prendre en main. Voilà. Ouais, alors en fait, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. La majeure partie des clients
même de Microsoft qui utilisent Xamarin, Form, etc., sont des gens en fait qui posent pas la question comme toi tu la poses. Elle est légitime, hein, je dis pas que c'est pas légitime, mais tu as toujours eu deux mondes qui se sont jamais encaissés. Tu as les développeurs web qui n'ont jamais pu encaisser Microsoft, et Microsoft qui a essayé de leur faire des ronds de jambes 2 ou 3 fois de façon assez élection présidentielle, quoi, je veux dire, avec plein de promesses et des machins, ce qui a déstabilisé Visual Studio, ce qui a machin, enfin bon, ça a foutu la vérole plutôt qu'autre chose, mais voilà, c'est deux mondes différents. Et le monde HTML, CSS, pour moi, et je respecte les avis qui sont contraires, c'est la pire des horreurs qu'on puisse faire en termes de programmation, quoi. CSS, c'est un truc à part, tu as du JavaScript, c'est un autre truc qui a été rebricolé qui est à part, c'est Frankenstein, c'est imbitable. Oui, tu as de la documentation partout, mais à chaque fois que je dois faire du HTML, je vais te dire, j'y passe des journées rien que pour comprendre, et tu n'as pas deux sites qui te donnent la même écriture en CSS, machin, ça marche jamais, il faut utiliser 40 000 trucs avant de tomber sur celui qui fait ce que tu as envie de faire. Non, mais c'est une population à part. Et je ne pense pas que Microsoft, en dehors de quelques appels du pied pour faire bien, vise cette clientèle-là. Ceux qui sont heureux en HTML, CSS, grand bien leur en face, qui restent dans ce monde-là. S'ils sont contents et qu'ils ne voient pas la différence de qualité de code qu'on a quand on fait du C# et du XAML, qui demandent effectivement peut-être un apprentissage si on ne les connaît pas, grand bien leur en face, qui gardent. On ne va pas ouvrir de guerre, etc., à la con. On a fini ce genre d'époque, PC, Mac, machin, etc., on s'en fout. Non, on va rester Atari Amiga si tu veux. Ouais, voilà, Atari Amiga, c'était bien. Ouais. La seule chose, c'est il y a deux mondes différents. Maintenant, si tu me dis quel est l'intérêt pour un mec qui maîtrise à fond HTML, CSS, de passer à MAUI, je vais te répondre, je ne sais pas, il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêt, sauf d'entrer dans Microsoft, d'avoir .NET Core, etc., qui n'est pas un truc de charlot comme les trucs qu'on trouve en JavaScript. Moi, j'allais dire, le développeur qui est costaud en HTML, JavaScript, etc., il faut qu'il passe sur une application PWA et point barre. Tout à fait. C'est pour ça que sa question ne se pose pas vraiment, en fait. Voilà, et sachant qu'en plus, Microsoft, contrairement à Apple, ouvre sa plateforme, enfin ouvre Windows aux applications PWA, PWA, en les intégrant, etc. On a de toute façon, historiquement, il y a ASP.NET déjà qui était, à part le code profond qui pouvait être en VB ou en C#, mais décrivait avant tout du JavaScript et puis du HTML pour le frontal. Donc c'est quelque chose qui existe depuis longtemps chez Microsoft. Il continue, ASP continue, même sous .NET Core, et ils ont fait des choses dans UWP pour ajouter le support des interfaces écrites en HTML, CSS. On a dans Xamarin Form, faut savoir que ça existe déjà, il y a déjà des trucs qu'on peut faire du styling en CSS. Donc, il y a pas mal de choses de ce genre-là. Mais ça ne prend pas beaucoup parce qu'en fait, la clientèle Xamarin Form, c'est une clientèle Microsoft qui veut thésauriser sur sa capacité à faire du Microsoft, à faire du .NET, etc. Donc, pour eux, c'est pas terrible. Même ceux qui n'ont jamais fait de XAML, c'est vrai que c'est une logique un peu particulière. Quand je fais des formations là-dessus, je vois bien, les mecs ont un peu de mal au départ, mais 99% du reste, ils le connaissent déjà. Visual Studio, .NET, machin, etc. C'est ça qui est intéressant dans Xamarin Form. C'est un produit qui est très chouette en lui-même, mais c'est vrai que par rapport à certains produits concurrents et puis les sirènes de HTML et d'HTML3, 5, 22, je veux dire, qui a à côté, qui ont envahi le monde sans qu'il y ait des vraies raisons techniques à mon avis, je veux dire, parce qu'il y a beaucoup mieux qui existait avant, mais je veux dire, ce truc-là a bien pris. Donc il y a une forte population de développeurs qui travaillent là-dedans, puis quand tu connais bien un truc, le meilleur des langages, c'est celui que tu connais le mieux. Donc celui qui est à l'aise et qui te fait une belle application en CSS, HTML, tant mieux. Je veux dire, l'essentiel, c'est d'être efficace. Et ces gens-là, je ne les vois pas venir à Microsoft parce que le monde des développeurs web a toujours été pour le free, pour le machin, pour le truc. Et donc, c'est MS dollars, c'est le grand Satan. Je veux dire. Donc, à la limite, s'ils ne veulent pas venir, à la limite, ils ne viennent pas. Quoi, je veux dire. Mais ils peuvent, c'est ouvert. On est friendly quand même, je veux dire, s'ils veulent venir. Mais on n'en voit pas beaucoup quand même. En des années, on n'en a pas vu énormément, malgré les efforts de Microsoft pour essayer de s'ouvrir à cette. Donc voilà, on va passer sur les slim renderers de MAUI, puisque alors MAUI, bien évidemment, c'est ça. MAUI, c'est Xamarin Form 6, donc c'est pas Blazor ni c'est plus Comet, mais éventuellement, mais c'est pas Blazor. Blazor qui est un produit superbe. Donc voilà, là-dessus on a fini. L'architecture de MAUI, ce qu'il faut comprendre, c'est comment elle fonctionne pour l'instant. On a le code applicatif qui est en haut. Une des premières façons de pouvoir communiquer avec l'extérieur et de faire des choses, c'est la flèche numéro 1 qui est complètement à gauche, il y a 3 flèches. C'est celle qui communique directement entre l'application et le framework avec .NET MAUI.
Et puis, on a une autre façon, c'est de pouvoir directement appeler du code, alors soit Android, soit iOS, soit Mac, etc., parce qu'on a cette possibilité-là en Xamarin Form déjà aujourd'hui, de pouvoir attaquer directement la plateforme avec du code natif Android. Ce sont les N projets qu'on a en Xamarin Form, en fait, qui sont natifs, et donc qui, eux, utilisent le C# et le modèle graphique de la plateforme. Et le troisième moyen, c'est .NET MAUI qui accède lui-même à ces couches-là pour faire ses propres travaux. Et toute l'idée, c'est en fait de concentrer tout sur la flèche numéro 1. C'est-à-dire que le code applicatif n'est plus qu'à connaître que la couche .NET MAUI, et c'est MAUI qui se débrouille pour faire le renderer, pour faire les machins, pour attaquer les couches natives, etc. etc. Voilà, ça c'est le principe de l'architecture. C'est marrant quand même, parce que sur ton schéma, ça veut dire que tout passe quand même par la couche Xamarin, quoi. Donc il y a toujours les couches, ils n'ont pas redéveloppé les couches Xamarin qui se trouvent en dessous. Ouais. MAUI n'est qu'une interface entre les deux. Alors, oui, en fait, en termes d'interfaçage, je pense que bon, oui, ils vont capitaliser sur le truc qui a été fait. Les autres ont réécrit toutes les API, etc. C'est Mono dont on se débarrasse, en fait. Voilà. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. C'est Mono dont on se débarrasse. Donc, si on regarde, il y a un changement quand même qui est très important, justement, dans cette façon de pouvoir personnaliser les comportements. Dans Xamarin Form jusqu'à la version 5, on a des renderers, donc des trucs de rendu visuel qui sont écrits en natif pour chaque plateforme. Et ce qu'on a, c'est qu'on a un couplage très fort entre le renderer et l'élément correspondant dans Xamarin Form. Par exemple, Xamarin Form expose une classe qui est button. La classe button, je veux dire, elle n'existe pas, en fait. C'est un truc purement virtuel, en fait. Il faut, pour qu'elle puisse être rendue, qu'il y ait un renderer derrière qui fasse ça. Donc, on a le bouton renderer, et le bouton renderer, quand on l'écrit, on voit, si on arrive à lire, que quand on l'exporte, en fait, on va lui donner le type de son renderer et le type de l'objet Xamarin Form qu'on est en train de fabriquer, en fait. Et ça, c'est une imbrication qui est assez complexe, avec notamment... pour atteindre la plateforme aussi, on a Xamarin Form Platform Configuration, et puis on va dire iOS spécifique, puis après on va dire que la box view on iOS, on va utiliser le blur effect, etc. C'est génial parce que à n'importe quel moment, on peut atteindre n'importe quelle spécificité d'iOS ou d'Android, n'importe quoi. Mais c'est un peu lourdingue. Je veux dire, alors bon, c'est le prix aussi du cross-platform, mais on peut faire Justement, il y a une question dans le chat, et je pense que Christophe dit qu'il se pose la même question. C'est avec je recommence. Jérôme demande si avec cette succession de couches, est-ce que ça ne va pas ralentir l'exécution de l'application si tu passes par... parce qu'il y en a quand même une multitude là, pour arriver au système. Oui, alors en fait, non, parce qu'en fait, il y a beaucoup de couches qui sont enlevées en réalité. Et il y a des mouvements de simplification. Par exemple, je ne sais plus où j'en parle, alors j'en ai peut-être pas encore parlé, mais enfin bon, peu importe. Tu as quand tu es en Xamarin Form, quand tu fais un design, un truc comme ça, t'en viens en fait à superposer beaucoup de views les unes dans les autres en fait. Il y a une imbrication en fait et l'OS en fait qui est une indirection pour aller chercher un renderer ou un truc comme ça, c'est pas ça qui lui fait perdre le plus de temps. Par contre, le rendu visuel, quand tu as une imbrication de vues, ça coûte très cher. Et dans MAUI, justement, ils ont diminué énormément en fait les imbrications de vues, ils simplifient avant de compiler, etc. Ce qui fait qu'on a un rendu final qui est plus rapide malgré tout, quoi. Je veux dire, malgré il y a quand même de l'optimisation, quoi. Ouais, il y a quand même pas mal d'optimisation. Et quand on regarde comment les renderers sont faits, par exemple, dans ce qu'on a vu dans Xamarin Form, ça l'oblige en fait au démarrage de l'application en fait à scanner les assemblées pour aller chercher en fait tous les trucs qu'on l'attribue en question, pour les relier en fait, les ajouter en fait au système d'injection de dépendance pour pouvoir le faire. Donc ce balayage des assemblées au départ, ça coûte cher aussi en temps. Dans MAUI, ils ont complètement inversé la logique. C'est-à-dire que ce n'est pas le renderer qui s'inscrit à un truc pour qu'après il soit collecté par un balayage qui l'ajoute dans le DI, etc. Là, ils ont fait autrement. Ils ont dit, en fait, on va partir du haut. C'est-à-dire que c'est des objets MAUI, en fait, donc Xamarin Form, comme le Xamarin Form Buttons, par exemple, ou le Comet Bouton, ou le Fabulous Bouton, ou le Reactive Bouton, si tu as envie de faire un truc comme ça. En fait, tous ces machins-là, pour être des boutons, la seule chose qu'ils ont besoin, c'est de supporter l'interface iButton. Et après, iButton est directement relié en fait au bouton Handler. C'est une nouvelle conception, c'est une nouvelle façon de faire, mais du coup, il n'y a plus le besoin du temps de scan en fait des assemblées au démarrage. Le lien est absolument direct, quoi. Je veux dire, y a le handler qui est là,
ton bouton, lui, c'est un i-bouton, et du coup, en fait, on a gagné beaucoup de choses. Et quand on regarde plus à droite, on voit qu'on a le bouton, en fait, qui est Microsoft MAUI Controls, comme espace de nom, je veux dire, qui repose, en fait, il y a le bouton par contrôle, le contrôle par défaut, en fait, pour le bouton. On a en dessous, il repose sur une classe une interface qui est e-button, qui elle est déclarée dans Microsoft MAUI. Et puis en dessous, on a des button handlers qui sont dans MAUI handlers et qui enfin descendent sur les UIKit, les AppKit, les widgets, les machins, etc., etc. Mais cette connexion, elle est faite directement au dur à la compilation. Il n'y a pas de scan au lancement de l'appli, comme il peut y avoir avec Xamarin Form. Donc il y a plein d'optimisations comme ça, de changement de point de vue aussi. Là, c'est un paradigme complètement différent. On part pas du. C'est plus bottom-up, mais c'est top-bottom. C'est assez intéressant comme. Et donc, bon, le code natif en plateforme MAUI, il est relativement simplifié. On voit en haut le code qu'on avait justement avec pour Xamarin Form 5, par exemple, qui est un code quand même un peu plus confus. Si on regarde tout en bas comment c'est écrit avec le code MAUI, c'est beaucoup plus simple parce qu'on attaque directement, on a plusieurs façons de faire, mais on peut attaquer directement le view handler du contrôle. On attaque son mapper, en fait, pour avoir le nom de la propriété qui est supportée. Et puis, on écrit une lambda et on peut directement les changer, par exemple, le background, etc., en natif. Et c'est juste une ligne. On n'a pas besoin d'écrire les 15 lignes qu'il y avait au-dessus. Ou on a une autre façon, par exemple, comme le TextView, qui est le dernier exemple en bas, où on va dire cross-platform label.handler.nativeView as TextView. Et à partir de ce moment-là, pof, TextView, je peux attaquer en natif directement toutes ces possibilités. Donc là, c'est une ligne, il n'y a plus besoin de tout ce qu'il y avait avant. Donc, ce chemin est intéressant quand même. On voit dans ton code que tu as des instructions, des directives de compilation, par exemple ici mono Android. Donc ça veut dire aussi que lors de la compilation, tu vas devoir compiler, par exemple, pour 2 ou 3 plateformes. Tu choisis la plateforme sur laquelle tu vas. Et donc tu auras entre guillemets, des exécutables. Bon, c'est pas des exés, mais tu auras des APK, des exés, etc. pour chacune des plateformes. Alors. En fait, oui et non. En fait, ça c'est juste une possibilité en fait de se dire que tu es sous mono Android. Ouais. Et une autre façon de l'écrire, quand tu l'écrivais par exemple on iOS ou on Android, bon, c'est la même chose. Hein. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas complètement idiots. Ils ont bien compris que même si on avait un jeu de composants identiques et tout ce qu'on voulait, il y a des form factors qui sont différents. Apple, tu as la ligne du haut qui est réservée. Je veux dire, il faut pouvoir bouffer les 22 pixels ou les 20 pixels qui sont en haut, etc. Donc, il y aura peut-être des choses à faire qui seront vraiment spécifiques à la plateforme. Donc on peut avoir une compilation qui te renvoie une seule DLL qui va être utilisée sur toutes les plateformes. Alors tu pourrais l'avoir comme ça, ou tu peux directement, là, ici, l'inclure dans ton code principal. Quoi, je veux dire. C'est ça. Tu as juste un truc qui change pour Android, par exemple, bah, tu mets le if, et donc tu n'auras qu'un seul projet. Et d'ailleurs, on va le voir ici. La grande différence qu'il y a, c'est la façon dont les projets sont écrits. Le plus grand rectangle au centre, c'est un projet typique Xamarin Form 5. Donc, il y a MyApp, qui est ton application Xamarin Form qui se trouve là-haut. Et puis, tu as autant de projets natifs qui se retrouvent en dessous. Quand tu dois compiler, tu compiles l'un après l'autre. En fait, tu peux compiler la solution qui va faire tout le monde, mais enfin, tu compiles en général l'un après l'autre, tu exécutes l'un après l'autre. Et puis, si tu as des choses comme tout ce qui est ressources, les images, les fontes, le code natif, justement, qu'on vient de voir, tous ces trucs-là, en fait, c'était un peu enquiquinant parce que tu étais obligé d'aller le mettre à la main dans chacun des projets natifs. Les fontes, les machins, les images, tout ça, c'était un peu emmerdant parce qu'il fallait connaître. En plus, alors c'est pas à la mort, mais enfin, il fallait savoir comment Apple gère ses images, comment Android les gère, etc. etc. Le carré qu'on voit supérieur à droite, c'est un projet MAUI, et l'avantage du projet MAUI, c'est que c'est single project. Il n'y a plus myapp.android, myapp.ios, machin, tout ça, ça disparaît, ça n'existe plus, en fait, on ne le voit plus. Je veux dire, on n'a plus que myapp. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à l'intérieur de myapp, qui est donc un projet Xamarin Form 6, MAUI, c'est eux qui se sont débrouillés pour créer un sous-répertoire qui s'appelle par exemple Platforms, avec Android, iOS, Windows, là on met ce qu'on veut. Et si on a du code spécifique à la plateforme, on va pouvoir le mettre dans cette partie-là, en fait. Et c'est lui, quand il va construire, quand tu lui diras je veux construire pour Android, il va aller chercher le bon morceau dans ce truc-là. Il n'y a plus un fatras de projets spécifiques, etc. Pareil, par exemple, pour les fontes, on voit dans celui qui est en bas à droite, les fontes, on a rajouté dans les ressources, on a un truc ressources dans notre projet MyApp, on a là-dedans
FA Brands 400, machin, FA Solid, enfin on a rajouté plein de fontes, on a rajouté un icône PNG dans Image. Ça, c'est uniquement là-dedans, mais c'est pas comme on le faisait en Xamarin.Form. En Xamarin.Form, quand tu le mettais au niveau du projet Xamarin.Form, c'était un peu chiant à utiliser, et il fallait en plus, bon, c'était pas vraiment le format natif en fait de la plateforme, c'était un choix à faire, tu ne l'avais qu'une fois, mais par contre, bon, ça passait pas forcément super partout. Tandis que là, c'est un autre débat. Quand tu mets la fonte ici, elle va être intégrée de façon native dans chacun des projets quand il va compiler. Et ça, c'est vraiment une avancée assez importante dans Maui, c'est cette notion de single project. Donc, ça, c'est vraiment un truc, et c'est quand on lance, et quand on choisit l'émulateur dans lequel on veut lancer, qui va compiler correctement le projet pour la cible en question. Alors, on va venir là, parce qu'il va falloir que je m'arrête de bavarder, mais je sais que ça va frustrer ceux qui attendaient que j'en dise beaucoup sur ces sujets-là, mais bon, voilà, le sujet c'était Maui, plus, bon, bah, fallait que, pour pas durer 3 heures, que je me limite à un truc. Donc, je voulais quand même en dire 2 mots, parce que c'est super important, effectivement. D'abord, on a le support de Blazor sous .NET 6, etc. Donc, il y a un truc vraiment génial, parce que quand on voit les WebAssembly, la définition technique, les caractéristiques techniques de WebAssembly, tu te dis, avec un truc qui n'a qu'un seul thread, machin, etc., comment les types vont pouvoir développer quelque chose. Et je trouve que Blazor, c'est effectivement un produit assez fabuleux, c'est presque magique, quoi, je veux dire. Et c'est super intéressant. On l'a avec Maui, et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser Blazor avec des contrôles Maui. Et donc, on pourra aussi même avoir un mode hybride, c'est-à-dire des contrôles à la mode Blazor ou des contrôles Maui, les deux en même temps. Je veux dire, on pourra même... La question que je te posais tout à l'heure, c'est ça. Voilà. On pourra avoir en même temps, dans la même application, du native UI et du web UI mélangés en même temps. Donc, c'est un super truc. Hein. Pour ceux qui sont plus versés, je dirais, web, ça peut être un moyen d'avoir des compléments en native UI, et tout en restant en mode web pour leur application, s'ils sont plus à l'aise là-dedans, qui restent avec ça. J'ai du mal à comprendre le scénario d'utilisation. Pourquoi, tout d'un coup, on développerait une partie de l'application en Blazor à l'intérieur de son application Maui? Je verrais l'inverse, moi, plutôt. Non. Là, on a quitté Maui. Maui, c'est Xamarin.Form 6, c'est que tu peux choisir en .NET 6 et en .NET Core 6, etc., d'utiliser Blazor si tu n'as pas envie d'utiliser Maui. C'est supporté aussi. D'accord. Mais quand tu dis c'est supporté... Mais le lien, c'est que Blazor accepte dans .NET 6, en fait, accepte que tu utilises dans Blazor des contrôles natifs ou des contrôles qui viennent de Maui. D'accord. C'est ça, mais tu utilises les contrôles, mais c'est pas une WebView, c'est vraiment le composant. Si tu as créé un composant, il est intégré dedans, c'est pas une WebView qui va te faire un semblant de représentation non, web. C'est vraiment le contrôle Maui. En fait. C'est ça. Attends, je veux bien être sûr là qu'on s'entende. On peut utiliser les deux en même temps? Ouais. C'est énorme. Ça veut dire qu'on pourrait migrer tout doucement une application existante Blazor vers Maui en travaillant au fur et à mesure? Ouais, en travaillant contrôle par contrôle, je pense que ça serait un peu fastidieux, mais selon la logique et la taille de l'application, oui, ça doit être possible. Intéressant. Donc, il y a plein de combinaisons comme ça qui sont sympas. Alors, on va parler aussi de Comet, mais... c'est quoi Comet? Je ne sais pas ce que c'est, Comet. Comet, c'est très sympa. C'est de la même façon qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise quand ils travaillent en HTML, CSS, et c'est bien qu'ils puissent le faire, ou qu'ils restent avec du Blazor ou des choses comme ça. Il y a des gens qui, originellement, ont pris l'habitude d'écrire en fait, leurs interfaces, même XAML, ils écrivaient tout en C#, en fait. Ils écrivaient tout à la paluche. Et XAML, ça ne les branche pas trop. Ils n'ont jamais bien compris le côté descriptif assez génial d'une balise de XAML qui est une instantiation d'objets, etc. Bon, on ne va pas taper sur la tête des gens. Il faut que les gens soient heureux. Ce qui est bien, c'est qu'ils aient le choix. Je veux dire, donc, on a le choix ici avec Comet. Comet, c'est une version, en fait. On sait qu'écrire une interface par exemple, en WPF, si tu veux faire du WPF en écrivant tout en C#, tu vas quand même sacrément t'enquiquiner, même en WP. Parce que là où C# est super concis, il devient super lourdingue quand tu veux faire des trucs d'interface. XAML, une balise, c'est une instantiation directe. Donc bon, c'est descriptif, c'est plus sympa. Donc il faut faire un new en C# de la classe, et puis après reprendre le nom de la classe, du composant, et puis l'ajouter à la main à une liste. C'est assez lourdingue. En fait, Comet, c'est une syntaxe C# fluente. Donc, les syntaxes fluentes qu'on a l'habitude, c'est truc muche, point, truc muche, point, truc muche, point, truc muche. Donc, tu vas avoir 7 background de blue, point 7 largeur de 22, point 7, etc. Et du coup, tu retrouves une certaine légèreté, en fait, d'écriture qui te permet de refaire, pour ceux qui ont envie, de pouvoir refaire tes interfaces
complètement en C#, mais avec une syntaxe qui cette fois-ci est adaptée au truc et qui n'est pas complètement à côté de la place. Alors bien évidemment, ce genre de truc, comme il n'y a pas du tout de visuel, c'est comme tout d'ailleurs Visual Studio 2022, hein, c'est entièrement basé sur le hot reload. Ouais. Et le hot reload, ça veut dire que bon, bah, tu tapes ton truc, tu as lancé l'application une fois, puis après tu tapes ton code XAML et puis tu as l'application qui se recharge systématiquement. Alors dans ce mode-là, par exemple, quand tu es en mode C# fluent avec Comet, le changement intervient quand tu fais un CTRL S en fait. Ouais. Pour pas qu'il soit tout le temps en train de faire des machins, dès que tu décides de sauvegarder, pof, il met à jour la vue en fait en face. Donc ça, c'est valable avec tout ce que tu as vu déjà, tout ce qui est en gros le nouveau Xamarin Forms, Maui, on peut faire du hot reload aussi alors. Tu peux faire exactement la même chose, mais avec cette syntaxe Comet en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ce soit ça ou que ce soit le Blazor dont je parlais tout à l'heure, tout ça fonctionne bien évidemment, alors avec Visual Studio, c'est une évidence, mais ça fonctionne avec VS Code. VS Code, ouais. Et dans VS Code, que ce soit Comet ou que ce soit Blazor, ça supporte le debugging. Donc on se demande bien à quoi Visual Studio va servir. Mais enfin, Visual Studio, c'est quand même un environnement assez génial et assez complet. Il y a quand même plus de choses. Il y a plus de miam-miam dedans. Et on peut rajouter des extensions, des machins. Mais enfin, Visual Studio Code, je trouve ça a pris vachement bien. Et il y a plein de gens qui adorent ce truc-là et qui l'utilisent comme ça, même pour d'autres choses. Donc voilà, encore une fois, je pense que c'est bien qu'on ait le choix. Il n'y a pas de dogme. Il ne faut pas être fermé. Je veux dire, chacun fait son truc comme il l'entend. Alors, pour finir, un petit mot sur l'agenda. L'agenda qu'on voit affiché, il est un peu dans la smoule. Parce qu'on devait en avoir en novembre 2021, c'est-à-dire maintenant. On devait avoir la long terme machin, support de .NET 6, donc avec Maui. Et puis, il s'avère qu'en fait, on a un peu décalé. C'est-à-dire que novembre, c'est la preview 10, décembre, c'est la preview 11, et puis vers janvier-février, on va voir la RC1, puis après, on aura la RC2 qui sont prévues. Et en réalité, le Maui tel qu'il nous avait été annoncé pour novembre 21, ça sera plutôt quarter 2 2022. Bon, on s'est pris 6 mois dans la figure. Alors, je dirais que c'est Microsoft qui s'est tiré une balle dans le pied tout seul parce qu'ils ont annoncé des dates super précises pour faire à la Apple. Mais on sait que sur des projets informatiques de cette taille-là, 6 mois de décalage, c'est pas non plus odieux. Quoi. Je veux dire, c'est pas. Ouais. Vaut mieux que prendre 6 mois de plus et d'avoir un produit qui soit fini plutôt que. Comme Windows. Oui, donc bon. Alors, on a des prévus intéressants. On a des tas de trucs. Voilà. Mais par contre, maintenant, pour passer en production, oui, il va falloir attendre. Mais même pour passer en production, de toute façon, on passe rarement en production avec une version 1.0 de chez Microsoft, même de chez quelqu'un d'autre. Donc, je pense qu'on va pouvoir s'amuser avec le produit définitif vers le milieu de l'année 2022. Et puis, vers la fin 2022, on pourra distribuer aux clients les applis qui seront finis. Donc, ça laisse le temps de les faire. C'est bien. Pour ceux qui ont des applis qui sont en cours, on a des grosses applis, j'ai des clients, on a des applis qui sont en cours depuis des années presque. En fait, Xamarin Form arrive en désuétude, alors que le truc n'est même pas encore fini, donc on essaye de tout faire pour migrer vers Maui pour qu'on ait un support plus long dans le temps. Mais ça arrive, et donc, il ne faut pas s'inquiéter. D'abord, comme je le disais au départ, les projets Xamarin Form 5, tels qu'on les connaît, sont supportés complètement par .NET 6 Maui. Donc, il n'y a pas de raison d'en changer. Si on veut changer absolument pour se mettre en Maui, ça sera possible. Mais il y aura un chemin de migration. Mais il n'y a pas forcément de nécessité absolue. Il vaut mieux bricoler les 2-3 trucs qui changent, les namespaces, et rester avec son organisation quand c'est un projet qui est quasiment terminé ou sur le point de l'être. Il n'y a aucune raison d'aller le changer. Par contre, pour les nouveaux projets, Microsoft incite fortement à utiliser le modèle single project que je vous ai fait voir il y a quelques instants. Okay. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Alors, je vais essayer de répondre à quelques questions que vous n'avez peut-être pas encore posées. Alors, les solutions seront-elles migrées en mode single projet? Alors, la réponse, c'est non. Comme je viens de le dire, si vous avez un projet qui est écrit façon Xamarin Form 5, vous le gardez, vous le migrez si vous en avez envie, mais il n'y a pas de truc magique de chez Microsoft pour le transformer automatiquement en single projet. Et on comprend bien que ce serait plutôt de l'IA qu'il faudrait pour faire ce genre de choses. Et donc, les projets seront toujours supportés. Il y aura une doc pour ceux qui veulent absolument migrer. Et pour les nouveaux projets, on vous propose de commencer quand même en single projet. Les renderers doivent-ils être réécrits? Eh bien non, parce qu'en fait, comme on supporte Xamarin Form 5 à 100%, ceux qui marchent, ils marcheront comme avant. Ils sont écrits en natif pour la plateforme, ça marchera. Est-ce que les libs tierces vont fonctionner? Donc tous les contrôles, les machins qu'on a pu acheter, les Syncfusion, les machins, les trucs de ce genre-là. Alors, la réponse, c'est une réponse de Normand. En fait, c'est oui et non. C'est oui, mais
mais à condition qu'ils les refassent en .NET 6. Donc, eux aussi auront à subir un chemin de migration et ils ne vont peut-être pas le fournir du jour au lendemain. C'est pour ça que moi, j'essaie toujours de conseiller à mes clients. Au mieux, des fois, un truc qui est un peu moins performant, qui n'a pas le petit sapin de Noël qui clignote dans le coin, mais se faire le truc avec son code qu'on maîtrise à 100%, que d'utiliser des librairies tierces, parce que quand il y a des changements, on se retrouve un peu le nez dans... Ouais, bien que le planning a du coup évolué, ceux qui sont avec ce genre de composants, les recompiler en .NET 6, ils auront le temps, quoi, puisque .NET 6 ils ont un peu plus de temps, mais le voudront-ils on sait bien que, par exemple, les packages nuggets, je veux dire, il y a plein de types qui ont fait ça sur leur temps perdu parce qu'ils ont été semi-chômeurs pendant la pandémie ou machin, et puis là, ils ont pris le boulot, ils n'auront peut-être pas le temps de maintenir leur truc, et comme on change de mode, ils passeront peut-être pas le truc en .NET 6, quoi. Je veux dire. Donc, il faut faire attention à ce qu'on a utilisé, mais ça, je dirais que c'est un conseil de sagesse pour tout le temps, quoi. C'est ça, ce que j'allais dire, c'est que tous les composants sont comme ça, quoi. Ouais. Voilà, c'est le problème des composants externes dont on ne maîtrise pas le code, etc. Et même ceux qui vous le vendent, d'ailleurs, alors j'ai arrêté de dire Syncfusion parce que c'est le premier nom qui me vient à l'esprit, mais il y en a eu d'autres. Oui, parce que là, tu es sponsorisé par Syncfusion. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas forcément dire du bien, c'est que tous ces types-là, en fait, se vantent en vendant des grosses usines à gaz, mais c'est génial parce que le code source est accessible. Si tu as essayé de mettre le nez dans le code source de ces trucs-là, il faut 2 ans, quoi, je veux dire, pour arriver à comprendre le code et à le maintenir. Donc, en fait, c'est illusoire. Donc, ne croyez jamais ce truc-là, quoi. On vous donne le code, mais vous ne pourrez jamais aller faire le dépannage vous-même s'il y a un truc qui ne marche pas. C'est rarissime. Donc, en général, ce que j'aime bien, c'est qu'on contrôle le code qu'on fait. Des fois, on ne peut pas faire autrement, il faut un truc tiers. Mais bon, il faut le limiter parce que, aussi, dans les cas de migration comme ça, moins il y a de code tiers et mieux on se porte. Après, l'autre question, c'est .NET MAUI va-t-il fonctionner sous Linux? La réponse de Microsoft est assez claire, c'est non. Ce n'est pas une plateforme supportée. Linux n'est pas supporté. Voilà. Donc, je veux dire, il n'y a pas de Linux. Alors, ça reste logique aussi. C'est vrai, c'est faux parce que... Bon. C'est souvent Linux qui l'ont mis dans .NET Core et autres, et surtout pour les aspects serveurs, quoi. Oui, ils ont les interfaces graphiques. Et puis, ça viendra peut-être. Voilà. On peut quand même compiler, par exemple, en .NET, par exemple, en IoT Core, je ne sais pas si vous connaissez, on pourra attaquer les Raspberry Pi ou les machins, des trucs de ce genre-là. On peut faire des trucs directement depuis le PC, le compiler avec IoT Core. Alors même plus en utilisant, parce qu'ils avaient sorti un OS en fait qui est pour les IoT, mais ils ont bien travaillé celle qu'ils vendent aux industriels qui veulent mettre ça dans des machines. La version gratuite, elle est quasiment plus maintenue depuis un bon moment. Et en fait, le mieux, c'est de faire ça en IoT Core. En fait. Et tu peux compiler, tu fais marcher ton truc en natif sur un Raspberry, c'est vraiment assez sympa. Hein. Donc, ça ne marche pas sous Linux, mais on sait que Core, lui, supporte plus ou moins Linux, etc. C'est MAUI qui ne va pas marcher sous Linux. Donc, on sait que Microsoft rajoute beaucoup de choses, comme le Bash ou des machins comme ça. Alors, quel XAML pour MAUI? Parce qu'il y a des gens qui se disent, mais c'est quoi comme XAML? C'est celui du WF, du WP, machin. Non, le XAML, c'est celui d'Xamarin.Form. C'est Xamarin.Form 6, tout simplement. Donc, le XAML qui est dedans, c'est celui de Xamarin.Form. Et puis, où suivre, enfin, l'avancement de tout ça, si ça vous intéresse? Eh bien, c'est sur github.com/.net/MAUI. Et là, vous aurez l'info à jour de tout ce qu'il y a et qui est fait sur ce truc-là. Et je vais lâcher le crachoir. Ah, mais c'est très bien. C'est très bien. Je ne sais pas si Christophe et Richard avaient encore d'autres questions, parce qu'on a quand même déjà fait pas mal de détails, je vais dire. On a quand même vu pas mal de choses. Je ne sais pas si, messieurs, vous aviez quelque chose. Non, moi, j'ai rien de spécial. Moi, je me souviens j'avais un de mes clients qui a... je sais pas, pratiquement au tout début de Xamarin.Form, ce qui m'avait demandé est-ce que c'est intéressant d'y aller, etc. Je lui avais dit un petit peu au début, attendez, hein, c'est un peu trop tôt, alors qu'il avait son projet qui commençait là. Mais je pense que là, effectivement, il présente .NET MAUI comme étant vraiment une grosse nouveauté, mais tu as raison de dire que c'est Xamarin.Form 6, donc il y a déjà un passé, on peut faire confiance, quoi. Et eux aussi se reposent là-dessus, en fait, en termes de qualité, etc. Et ils ne partent pas sur un produit qu'ils ont fait à zéro, quoi. Ils ont .NET Core sa 6e version. Donc là, ils commencent à avoir un truc qui est bien débugué quand même. Et puis pour ce qui est de la tête, en fait, MAUI, en fait, la tête graphique, c'est en fait Xamarin.Form 6. Donc ils ont 5 versions de Xamarin avant pour s'être fait les dents. Donc on suppose que c'est quand même bien débugué et qu'on a une communauté déjà qui est quand même assez importante.
Si, moi j'ai une petite question, enfin je connais la réponse, mais je pense que c'est important de la poser. Voilà, je suis sur mon PC, je développe une application avec Maui, et ben je veux voir ce que ça donne sur un iPhone ou sur un Mac. C'est possible ou il faut que j'ai un Mac un iPhone à côté? La question est tout à fait légitime, mais la réponse va être la même qu'avant. C'est-à-dire que ce n'est pas Microsoft qui décide, je veux dire, c'est Apple. Par exemple, Google sont plus ouverts. Google fournissent pour PC ou pour Mac des émulateurs, et c'est ça qu'on utilise en fait avec Visual Studio. C'est les trucs de chez Google. Si Google ne nous avait pas fourni, on serait obligé d'avoir éventuellement systématiquement un Samsung ou un truc à côté de soi pour pouvoir débugger, quoi. Il se trouve que Apple, avec leur intelligence et leur ouverture d'esprit, je veux dire, depuis toujours, voilà, ils cassent les pieds à tout le monde. Je veux dire, et donc ils ferment, ils verrouillent, et ils veulent pas que tu puisses compiler des trucs Xcode autrement que si tu n'as pas casqué pour payer et avec un Mac chez toi. Donc, malheureusement, tant qu'Apple n'aura pas changé de façon de faire, Microsoft a les pieds et mains liés et tu es obligé d'avoir un Mac sur ton réseau pour pouvoir compiler en iOS. Ça, c'est bon, voilà, c'est dommage. Non, mais c'est bien de le préciser, quoi. Oui, il n'y a pas de magie, quoi. Et ça ne dépend pas de Microsoft. Ils font des fois des bêtises, mais là, ça ne dépend pas d'eux. Ok, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de cet épisode. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose juste de clôturer. Et donc, comme je le dis à chaque fois, avant de partir, rappelez simplement qu'on est ensemble le mercredi, et ça tombe bien, on enregistre aujourd'hui le mercredi, donc tout à l'heure, pour ceux qui nous écoutent fréquemment, vous allez pouvoir encore nous entendre, surtout Richard qui va pouvoir discuter aujourd'hui à 17h, avec un sujet un peu particulier, hein, Richard, aujourd'hui. Oui, on fait un replay d'une session qui est à l'intérieur de Microsoft Ignite. C'est ça. Donc on verra ça ce soir à 17h. Voilà. Et si vous ne recevez pas encore le mail de Richard, comme quoi il y a un meet-up qui a lieu le mercredi à 17h. Comment ? Oui, je l'ai envoyé lundi. Tu dis pas, mais tu m'aimes pas. Je sais que tu m'aimes pas. Non, il a le melon depuis qu'il est embauché chez Microsoft. Moi, je dis peut-être que certains ne sont pas encore inscrits à la news et ne recevront pas. Et donc, je dis dans ce cas-là, vous allez simplement sur devaps.ms/meetup. Et vous aurez le lien, ou vous envoyez un petit mail slack@devaps.ms et vous pourrez venir jouer avec nous derrière le Slack et donc recevoir directement à ce moment-là la petite news de Richard. Pour finir, si vous appréciez le podcast, venez toujours nous soutenir sur tipeee.com/devaps. C'est ce qu'ont déjà fait Adrien Clairbois, Marc Plessil, Frédéric Amblard, Michael Fiorito. Et donc, on espère vous voir nombreux également là-bas. Un grand merci à vous trois, à vous quatre. Non, à vous trois. Moi, je suis dedans aussi, donc ça fait 4 à vous trois. Merci à toi aussi. Il parle de lui à la troisième personne maintenant. Voilà, c'est ça. Et on se retrouve dans un mois pour un prochain épisode. À bientôt. Ciao tout le monde. À bientôt tout le monde. Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, venez nous rejoindre sur notre Slack, devapspodcast.slack.com, en nous envoyant votre adresse email à slack@devaps.ms. À très vite sur Slack.